Merci Dominique, vous parliez justement de cette communication à 360 et du consommateur. Alors on s'est dit qu'on allait profiter de l'occasion pour essayer de saisir un peu plus les contours de cette génération de consommateurs qui parfois nous échappe, la fameuse génération Z dont on parle beaucoup mais qu'on a un peu de mal à saisir parfois. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous Cécile Gorgeon, Co-Managing Director and Partner chez Brain Value, qui est une agence d'études et de planning stratégique qui a rejoint le groupe IFOP en 2023 et qui va nous expliquer un peu comment s'adresser à cette génération Z. Merci Cécile. Je te laisse la place. Ouais. C'est moi, il y a quelques années. Bonjour, je suis vraiment ravie d'être là, de lancer, d'entamer un petit peu la matinée et cette cérémonie avec une mise en bouche, si je peux me permettre, donc sur cette génération Z. Avant de commencer, donc parlez-vous de Gen Z, hein, on a orienté, évidemment il y a beaucoup de choses à dire, il y en a pour plus de 15 minutes, mais on a orienté cette présentation sur le registre de la communication, c'est le sujet du jour. Donc parlez-vous de Gen Z, Gen Z ou Zoomer. Avant de rentrer dans le concret, un petit rappel sur qui est cette génération. C'est une génération qui a aujourd'hui entre 15 et 29 ans, donc qui regroupe à la fois des ados, mais aussi des jeunes parents, des jeunes actifs. C'est une génération qui représente un peu moins d'un tiers de la population mondiale, donc une population importante. C'est la génération qui s'est construite sur l'ère du digital, donc on les appelle les digital natives, mais aussi la génération du nouveau millénaire. Et surtout, c'est une génération qui s'est construite, qui est née, qui a grandi dans une situation de permacrise. Permacrise pour crise permanente. Ce qui en fait finalement une génération qui est en tension entre ses aspirations et des injonctions économiques, climatiques, sanitaires. Une génération aussi qui a, plus que toutes les autres, énormément conscience de l'impact de sa consommation sur son futur, sur sa santé, sur la planète. La bonne nouvelle, c'est que pour cette génération, l'alimentation est essentielle, le plaisir est essentiel. Et on le voit, il faut savoir que les contenus food sont loin devant les contenus gaming et les grands gagnants des plateformes digitales, hein, donc devant le gaming et la beauté. Étonnant, en tout cas pour les industriels de la beauté, ça peut être étonnant. On compte donc 532 millions de posts Insta rien qu'en 2024, 311 publications sur 2024 également sur le hashtag foodporn. Donc personne n'a échappé bien sûr au phénomène du Dubai Chocolate qui s'est construit sur les réseaux sociaux, qui a été porté par cette génération. Hein, Dubai Chocolate, février 2024, vidéo virale, 110 millions de vues sur l'année, donc phénomène. Je suis sûre que voilà, vous avez tous essayé ou en tout cas été tentés de goûter ce chocolat. C'est une autre preuve également, c'est tous ces food entrepreneurs qu'on peut compter parmi cette génération et parmi les plus célèbres, bien sûr, des influenceurs. C'est Michou, je ne sais pas si ça vous parle, donc un influenceur très connu qui a ouvert son restaurant de fast-food à Amiens, le Mili, quand d'autres influenceurs comme Amixem ou Pepe Chicken ont choisi les Dark Kitchen en termes de business model, c'est Venus Williams qui, parce qu'on peut se dire c'est que du fast-food, qui a lancé Happy Viking, donc pour défendre pour le coup le végétal de son côté. Donc voilà, une génération qui aime manger, pour qui c'est important, et ce qui démontre que finalement les enjeux auprès de cette génération, c'est pas tant de les engager dans le domaine du food, sur le sujet du food, mais c'est plutôt de savoir comment leur en parler. Alors, sans vouloir prétendre être exhaustif, et pour bien comprendre un petit peu les éléments constitutifs de cette génération, on a identifié 3 dimensions qui nous paraissaient importantes, en tout cas, à partager ce matin, qui définissent cette génération. Le premier, c'est que c'est une génération trans au sens de transfrontalière, c'est-à-dire c'est une génération qui va déprogrammer, casser les codes, brouiller les pistes. C'est la génération qui a révolutionné et porté la redéfinition du genre, par exemple. C'est la génération aussi de l'instantané, et c'est une génération instantanée. C'est une génération qui vit le moment présent, qui vit au jour le jour, qui a énormément de mal à se projeter pour des raisons qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, mais dans le futur.
Donc c'est une génération qui s'est construite sur l'ère, enfin dans une ère de surinformation, de zapping, d'hypermédiatisation. Et enfin, le troisième élément constitutif important pour comprendre ces générations, c'est que c'est une génération fragmentée. Fragmentée entre son individualisme, c'est une génération qui a un sens extrêmement développé du personal branding, qui va sans cesse reconfigurer, redéfinir ses identités en fonction des communautés auxquelles elle appartient, mais aussi avoir un sens très très important de dépendance vis-à-vis de son environnement, de ses communautés, avec un besoin d'appartenance extrêmement fort. On a choisi d'aborder aujourd'hui 4 directions qui peuvent vous inspirer sur comment adresser cette génération. La première, c'est qu'il faut savoir que ce sont des champions de la contre-culture. Alors, cet amour pour les contre-pieds, la contre-culture, cette notion de casser les codes, on la retrouve beaucoup dans ce qu'on appelle le chaos packaging. C'est ces packaging qui cassent les codes de leur catégorie. On retrouve du café en tube, des tampons bio dans des boîtes de crème glacée ou encore de l'assaisonnement dans des canettes de bière. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les communications qui s'adressent à cette génération. Par exemple, on a une grosse tendance du low-cost advertising, c'est-à-dire ces pubs super cheap qui prennent justement le contre-pied de communication, de publicité hyper bien léchée, hyper esthétique, qui coûtent des fortunes, by the way. Et on a pris ici l'exemple de Surreal. Surreal, c'est une marque de céréales anglaise qui a, dans sa dernière campagne, délibérément fait du artisanal, mais alors pas du bon artisanal, en faisant des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, avec cette signature « Vous n'aviez pas envie de vous embêter ce mois-ci » Ben, nous non plus. Et donc voilà, c'est une esthétique aussi plus que discutable. Et puis le cas que je préfère, qui reflète aussi... Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait un écran là, en fait. J'ai pas besoin de tourner la tête, c'est fantastique. C'est le cas de McDonald's, et c'est qui illustre bien, finalement, une tendance au piratage. Donc c'est ce qu'on appelle le marketing d'embuscade. C'est cette tendance à saisir des éléments d'actualité culturelle, et notamment culturelle qui touchent cette génération, et puis de se les approprier et de jouer avec. Et ce qu'a fait McDonald's, c'est fantastique, puisque, alors je ne sais pas s'il y a des amateurs de basketball, mais en tout cas, vous avez certainement tous été derrière les équipes de France au moment des Jeux Olympiques, notamment équipe de basket, et la finale qui a opposé, ne pleurez pas, en ce souvenir désastreux, la France et les États-Unis. À 3 minutes de la fin, les équipes étaient au coude à coude, et quand d'un seul coup, Stephen Curry, comme le Curry, a marqué un enchaînement de 3 points qui a donné la victoire aux Américains. Vous vous souvenez de ça? C'était triste. Et qu'est-ce qu'a fait McDonald's? Illico presto, sur Insta, sur X, ils ont posté « Nous pensons », ils ont menacé en fait, de supprimer leur sauce curry de la carte pour des raisons, bien sûr, qui n'étaient pas la peine de mentionner, qui étaient évidentes. Et donc ça, c'est vraiment une opportunité incroyable. Ça a fait de McDonald's l'une des marques les plus commentées lors des Jeux Olympiques, alors même qu'elle n'était pas partenaire officiel. L'autre élément, c'est l'humour. L'humour comme outil de résilience, comme outil de bien-être pour cette génération qui vit des temps difficiles, qui a grandi, je l'ai dit, dans une époque difficile, avec ici différentes illustrations. J'aime beaucoup le cas de CeraVe, c'est une marque de cosmétiques qui a pris Michael Cera, Barbie, Juno, et il est maintenant aussi à l'affiche dans le dernier film de Wes Anderson, comme égérie, mais de manière tout à fait improbable, puisque en fait, l'idée est venue d'un post, d'une question sur Reddit, qui est une plateforme communautaire américaine, où un internaute demandait « Est-ce que Michael Cera est à l'origine de CeraVe ?» Alors ça les a bien fait marrer dans un premier temps, et puis surtout ils y ont vu l'opportunité d'une campagne avec un claim qui étant « Non, non, ce n'est pas Michael Cera, nous sommes développés avec des dermatologues ». C'est aussi un peu plus local, la dernière campagne Chick Chill, qui est une nouvelle marque de burgers à la française. Alors je ne sais pas s'il y a des fans de Top Chef ici, mais où cette marque a été lancée par Mohamed Chek, qui est le gagnant de la saison
12, ok. C'est un bide. En tout cas, voilà, cette campagne humoristique a valorisé l'origine française en reprenant le fameux qu'on a tous connu, Brian is in the kitchen, sauf que là, c'est Mohamed is in the kitchen. Et bien sûr, toute la campagne est déclinée sur ce ton humoristique. Et c'est également la dernière campagne Uber Eats qui a repris les codes de nouveau de Wes Anderson, parce que cette génération Z est très sensible à l'humour. Mais attention, l'humour, et on le sait chez Brain Value, IFOP, c'est très dangereux, c'est très difficile. Et leur humour à eux, c'est un humour fantaisiste, surréaliste et absurde. C'est ça qui leur parle à cette génération. Troisième pilier, c'est l'instantané. On le sait, on l'a dit, c'est une génération qui a un temps d'attention de 8 secondes. C'est très court. Un vrai enjeu pour les marques d'attirer leur attention, de les arrêter. Et du coup, il y a différentes techniques, dont une technique très tendance sur les réseaux sociaux, c'est l'ASMR. Autonomous Sensorial Meridian Response. C'est horrible, c'est l'acronyme en fait qui veut simplement dire que c'est une technique qui permet de susciter un sentiment de bien-être en utilisant des stimuli sensoriels, olfactifs, visuels, auditifs. Et c'est extrêmement en vogue. D'ailleurs, je vais lancer la petite vidéo. Voilà. Alors, ce n'est pas de la food, en l'occurrence, c'est de la beauté, parce que les marques coréennes, donc la Key Beauty, est très forte sur ce registre. Et d'ailleurs, dans les cahiers des charges, en fait, du développement des produits cosmétiques, il y a ce côté, ça doit être visuellement extrêmement impactant. Ça fait envie, hein? Vous voyez, donc hop, forcément, on passe là-dessus, on a envie de s'arrêter, de se dire, mais qu'est-ce ? Ensuite, il y a bien sûr la campagne Snapchat. Dites-le en un snap. Alors, en fait, Snapchat existe et c'est construit. C'est dans leur ADN de travailler sur l'instantané. Mais là, en fait, avec cette campagne Dites-le en un snap, donc ils valorisent à la fois le quotidien, parce que leur campagne, c'est extrêmement visuel, et ce ne sont que des visuels de Snapchatters, mot très difficile à dire, donc qu'on retrouve à la fois dans la vraie vie, mais aussi, bien sûr, en digital. Et puis enfin, très rapidement, c'est cette tendance au recycling des vidéos virales. Là, on vous a mis l'exemple de Reformation, qui est une marque de prêt-à-porter US, mais c'est en fait reprendre des vidéos qui ont été extrêmement virales pour servir et mettre en avant vos produits, évidemment en partenariat avec l'influenceur. Et puis enfin, les collabs. Les collabs qu'il faut ici entendre de manière très large, plutôt comme une opportunité de s'engager dans les conversations, dans les communautés, de partager, d'échanger du sens et du contenu, parce que l'authenticité et le fond est aussi important que la forme pour cette génération, et de connecter avec cette génération. Alors bien sûr, quand on pense collab, de manière assez évidente, c'est faire des collabs avec des personnalités qui font partie de leur écosystème, que ce soit ce qu'a fait Grand Frais avec Michou, ou ce qu'a fait Burger King avec une collaboration un peu improbable entre Nino, un rappeur, Xavier Pincemin, qui est un chef étoilé, pour le lancement d'une édition limitée. Ça, c'est un peu la face un peu émergée de la collab. Il y a des choses beaucoup plus aussi intéressantes à envisager, comme par exemple s'inviter dans les communautés. Et notamment, il y a une grosse tendance, qui est la tendance des fandoms. Donc, c'est des communautés qui sont un peu plus fermées, où on parle vraiment de membres, et donc forcément, ça crée des espaces de conversation beaucoup plus intéressants avec cette génération. Il faut savoir que, par exemple, Weverse, parce que la K-pop et la culture coréenne, elle fonctionne très bien, elle est très importante pour cette génération. Weverse, c'est 10 millions de membres, donc 90% qui ne sont pas coréens. Donc, c'est vraiment des espaces privilégiés. On citera aussi également la campagne Knorr et Tinder, où, de manière assez maligne, Knorr a proposé, à l'occasion de la Saint-Valentin, de mettre en avant le cooking, l'amour de la cuisine, comme un point d'intérêt dans les profils des jeunes. Ça, c'est une manière de surfer aussi sur une tendance qui s'appelle le cruising, c'est-à-dire que cette génération, elle souffre énormément de solitude.
il faut le savoir, très isolée. Elle n'a jamais été autant connectée et en même temps se sentant aussi seule. 73%, je crois, des Gen Z américains se sentent isolés. Donc c'est très très important. Et du coup, voilà, le cruising, c'est une tendance de cette génération à aller chercher des communautés dans la vie réelle et bien sûr sur le monde virtuel autour d'activités et de passions communes. Pour conclure, c'est important, évidemment, tout ça n'est pas exhaustif, mais je pense qu'on peut... Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est important d'entrer en résonance avec cette génération. Et entrer en résonance avec cette génération, ça peut se faire de manière différente. Il y a bien sûr la résonance culturelle, parler leur code, être dans leur univers, comprendre leur univers, s'inspirer de leur univers, de leur langage, très important. Ça demande beaucoup d'agilité, bien sûr. Ça demande de l'audace aussi. Et puis, toujours en restant authentique. On reste ancré sur des choses authentiques. La résonance émotionnelle, on le sait, c'est une génération qui souffre de problèmes de santé mentale, en tout cas qui l'exprime. C'est la première génération qui prend la parole sur ce sujet. Donc, il faut comprendre leurs tensions, leurs enjeux, leurs besoins. Et pour ça, bien sûr, il y a l'humour, le réenchantement, la joy economy, qui est très forte, et puis bien sûr l'évasion, énormément leur proposer des univers fantaisistes. Et puis enfin la résonance relationnelle, s'engager dans leurs conversations, s'immiscer dans leur communauté, voire même les créer, ces communautés, en faisant du user-generated content, ce qu'a fait Coca-Cola avec sa campagne Create Real Magic. Et ça passe par l'hybridation, les collaborations dont je viens de parler, et puis bien sûr la co-création. Et je crois que j'ai respecté le timing. Je vous remercie pour votre attention.